directs qui arrivent de bombardement, je les ai reçus moi-même aux urgences. C'était des enfants. C'était des enfants. Là, je peux vous montrer une photo d'un bébé de 8 mois avec les deux bras arrachés. Donc, l'attaque ciblée, mais enfin, je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Je cherche pas à comprendre. Moi, j'y suis allée dans une démarche humaine. J'y suis allée pour soigner des civils, pour soigner des patients, avec mes petites mains pour apporter ma petite contribution. Je veux pas savoir, mais le questionnement est obligatoire dans cette situation. Pour les aider j'aimerais les aider à arrêter tout ça. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Enfin, là, ce matin, là, il y a 1 heure, j'ai eu par SMS un médecin des urgences, enfin, médecin. Ils sont tous étudiants, il n'y a pas de médecin. Ils sont étudiants et on les a mis là comme volontaires. Je lui ai par message et je lui ai dit que j'allais avoir cette entrevue avec toi. Est-ce qu'il y a un message que tu veux que je fasse passer? Et il me dit non, Iman, ça sert à rien. Personne ne fait attention à nous, juste des prières. Si tu peux juste demander des prières. Il me dit ça sert à rien, personne ne fait attention à nous. Je lui dis non. Pour moi, que la population demande le cessez-le-feu pour vous, la population est dehors pour vous. Mais je dis, on viendra plus tard, les gens viendront vous aider à reconstruire. Il me dit, on n'a pas besoin d'aide. On veut juste que ça s'arrête. On reconstruira nous-mêmes. La dignité, toujours. Leur dignité. On reconstruira nous-mêmes. On veut juste que ça s'arrête. On n'a pas demandé tout ça. C'est difficile. Ouais, c'est pour ça que je te remercie d'avoir accepté, parce que je sais, pour avoir déjà échangé avec toi, et combien c'est difficile de parler de ça. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a la vie quotidienne qui continue et les autres maladies enfin, qu'on Mm. connaît dans toute société. Il y a des soins qui n'existent plus aujourd'hui dans la bande de Gaza parce que on entend les 27 000 morts, évidemment, causés par l'armée israélienne, mais des ONG alertent sur le fait que la catastrophe sanitaire, qu'il y aura peut-être plus de morts qui vont Ah oui, arriver des suites des maladies, des virus, des soins qui sont plus prodigués aujourd'hui, alors que bien des gens sûr. avaient des traitements avant. Bien sûr, mais il y a pas de place. En fait, ce que je dis, c'est qu'il y a les moyens humains. C'est-à-dire ils peuvent avoir, par l'aide des ONG et par le personnel sur place, ils peuvent avoir des mains, ils peuvent avoir des chirurgiens ou des médecins. Mais on va pas pousser les murs, on peut pas. Donc, il n'y a plus de centre de dialyse. Il y en a un tout petit qui fait 2 heures de dialyse. Il sélectionne les patients qui sont dialysés. Et les séances durent 2 heures au lieu de 4 ou 6. Et on ne peut pas faire les 3 séances par semaine. Donc, 2 heures de dialyse, c'est quelqu'un qui a une insuffisance rénale, c'est rien du tout. Tous les patients qui avaient une chimio en reçoivent zéro. Il n'y a plus du tout une seule molécule de chimio à Gaza. Zéro. Zéro molécule de chimio, que ce soit intraveineuse ou orale. Il n'y en a plus du tout. D'accord? Tous ceux qui bénéficient de rayons, de radiothérapie, il n'y en a plus. Ils n'ont plus leur traitement antiépileptique. Ça, c'est très demandé. Keppra, Dépakine, tous les traitements antiépileptiques, il n'y en a pas. Zéro. Il n'y a pas de traitement du diabète, l'insuline. Déjà, ça doit être réfrigéré. Donc, c'est assez difficile. On en a perdu. Je vous ai raconté, Thomas. On a perdu un bébé et sa maman sur un coma suite à un diabète pas équilibré. Ils n'ont pas de quoi surveiller la glycémie. Donc, c'est aussi compliqué. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. On a des hypertendus qui font des AVC sur des crises hypertensives parce qu'il n'y a pas de traitement de l'hypertension. Tous ceux qui ont des thyroïdectomies, qui ont des problèmes de thyroïde, tout ça, ce sont des problèmes qui s'accumulent et qui sont invisibles. Parce on parle des morts de la guerre, ceux qui sont morts de la guerre, ce sont eux qui sont comptabilisés, mais les autres ne le sont pas. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et la promiscuité, la vie dans l'hôpital, les virus, les bactéries, tout ça se développe. Il y a le Covid. Il y a le Covid qui sévit. Et souvent, les patients arrivent trop tard aux urgences. J'ai en souvenir au minimum d'avoir intubé moi-même 2 patients jeunes qu'on n'a pas réussi à sauver, qui sont décédés en réa. Et c'était le Covid, hein. Donc, il y a toute cette situation sanitaire parallèle à celle qu'on essaye de dénoncer et qui est inaudible enfin qu'il faut rendre audible parce que c'est important. Voilà, donc ils se nourrissent pas, ils sont minces, enfin voilà. C'est compliqué hein, pour eux, c'est Il y a, difficile. il y a- Et puis il il y y a a- pas les conditions d'hygiène aussi, pardon Thomas. Vas-y, vas-y. Ils peuvent pas se laver. Donc il y a la gale aussi. Ils sont tous les uns sur les autres. Ils dorment sur des matelas qu'ils ne lavent pas, il n'y a pas d'eau. L'eau dans les robinets, c'est de l'eau de mer, hyper salée. Enfin, moi j'ai la peau cartonnée, hein. D'accord? Donc c'est de l'eau de mer. Il- Quand il y en a, quand elle n'est pas coupée. Il y a, Voilà. il y a une image plusieurs images qui ont beaucoup marqué, mais on a vu beaucoup de
les images des bébés sous les respirateurs et les accouchements, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de faire des accouchements dans des qualités, j'ai envie de dire, à peu près correctes au regard de la situation? Parce en tout cas, il y a eu beaucoup d'émotions sur ces images où on a vu des nouveau-nés qui étaient décédés quelques minutes après l'accouchement. Ça nous a beaucoup marqué. Comment ça se passe aujourd'hui pour les femmes qui sont enceintes, par exemple? Euh, alors, nous avons avec nous un gynécologue qui est resté, un gynécologue français qui est resté, qui est allé dans un autre hôpital un peu au sud à Rafah, et qui exerce. Il essaye de réaliser des césariennes quand c'est possible, mais césarienne ou voix basse, vous pouvez essayer de venir accoucher, mais vous sortez aussi vite. On ne peut pas vous garder, quels que soient les soins à faire. Donc les bébés qu'on voit décédés sont souvent des bébés qui sont avec leur maman, qui doivent sortir et qui reviennent morts parce qu'on n'a pas surveillé. Il y a beaucoup de la jaunisse du nourrisson. On n'a pas de quoi la traiter. On n'a pas de quoi la traiter. Donc des enfants qui meurent de la jaunisse. Oui, il faut que les gens comprennent parce que en France, en général, quand il y a un accouchement, on reste entre 2 et 3 jours et demi à peu près Exactement. à l'hôpital et la jaunisse du nourrisson en France, ça, c'est quelque chose qui est traité, c'est bénin quoi. Je veux dire, et s'il y a la jaunisse, Exactement. il est soigné et donc là-bas, on a des maladies qui sont bénines et qui avant étaient traitées d'ailleurs Bien sûr. avant le conflit. Et aujourd'hui, les gens décèdent de ça. C'est Bien ça la sûr. situation. C'est ça. C'est ça. On décède c'est terrible, mais on décède de maladies qu'on sait gérer. En fait, on sait le faire, on veut le faire, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple de cette jeune femme que Zouhair elle a accouché spontanément, elle s'appelle Abir. Il faut lui donner un prénom. Elle a 24 ans. Elle s'appelle Abir. Elle est maman d'un petit garçon, donc qui est aujourd'hui orphelin de sa mère. D'accord? Avec Raphaël, et Zouer, Lana, donc gynécologue, ils avaient la méthodologie pour soigner cette maman qui a perdu son enfant in utero. Ils savaient comment il faut faire. Ils voulaient le faire, mais ils ne pouvaient pas. Comment on fait? Il faut toutes les heures adapter le traitement. Il n'y a pas assez d'insuline. En plus, elle n'est pas restée au frais, donc on n'était même pas sûr de l'efficacité. D'accord? Il faut mettre du potassium. On avait du potassium pour le coup, mais on ne peut pas faire la surveillance biologique. Une fois de plus, il y a de la sélection. C'est-à-dire qu'il nous dit, bah là, jusque Iman, tu te rends compte, il leur restait. Alors, pour ce cas-là, de mémoire, et je sais même pas de mémoire, j'en suis sûre, il leur restait 11 possibilités de faire le test de potassium dans le sang, etc. Ce qu'on appelle un gaz du sang. Il le faisait en veineux pour avoir les chiffres. Il leur en restait 11 possibilités. Ce qui fait 11 heures pour cette patiente. Mais il ne pouvait pas épuiser toute la cartouche juste pour cette patiente. C'était pas possible. Et il n'avait pas de nouvelles cartouches. Donc il sélectionnait à qui ils allaient faire les gaz du sang pour des patients plus importants. Puis elle, c'était déjà grave son cas. Donc ils ont dû choisir de la condamner, de prier, en disant à sa famille, bah priez pour elle. Maintenant, elle est décédée 24 heures plus tard, après avoir accouché de son enfant mort. Voilà, c'est ça Quand, la situation aujourd'hui. quand tu- il y a beaucoup de moments où tu évoques le fait qu'il n'y ait pas assez de médicaments, qu'il manque de matériel. Quel regard tu portes sur le fait qu'on est aujourd'hui, moi de l'autre côté, j'étais à la frontière Rafah où j'ai vu des dizaines, des centaines de camions qui étaient bloqués. Par exemple, j'ai vu des cantines de médicaments français, c'était des cantines en fer, et avec des médicaments dedans, elles sont bloquées. Israël ne donne pas l'autorisation à ce qu'elles rentrent dans la bande de Gaza. Comment vous, soignants, vous vivez le fait que ce soit bloqué et qu'en même temps on s'attaque à l'UNWRA, qui est l'instance qui chapeaute l'aide humanitaire? C'est terrible quand on est soignant de dire qu'on n'a pas assez, on pourrait soigner, mais en fait c'est le manque de matériel qui ne nous permet pas de soigner. Alors, sincèrement, Thomas, moi, je connais pas du tout les tenants et les aboutissants. Mais moi, en tant qu'être humain, infirmière, qui a besoin de ce qui se trouve dans les camions, et on était au même endroit, Thomas, c'est-à-dire que sur plusieurs kilomètres, tu as roulé au milieu de centaines de camions, de semi-remorques, d'aide humanitaire. On est d'accord. Mhm. J'ai les vidéos, tu as dû filmer ça. Oui. Ou sur plusieurs centaines de kilomètres, à l'aller comme au retour, on les a vus, les camions. D'accord? Moi, j'ai discuté avec un chauffeur de ces camions-là. Son camion est là depuis fin décembre. Moi, j'ai discuté avec lui le 21 janvier. 21 janvier. Je lui dis, mais explique-moi, c'est quoi ça? Et il me dit, je suis là depuis fin décembre, mais j'attends le contrôle. Et je lui dis, mais comment ça se passe? C'est quoi le contrôle? Il me dit, mais en fait, depuis 3 semaines, on me demande de partir et que je viens de me présenter au bout de 3 jours pour être contrôlé. Quand je reviens au bout de 3 jours, on me dit bah non, on n'a pas le temps. Finalement, on revient au bout d'une semaine. Donc il repart. Enfin, il repart. Il prend une petite navette qui l'emmène à La Riche, c'est Mhm. la ville.
la vie dans laquelle on peut un peu vivre. Il y a un petit hôtel, nous on y a été puisqu'on s'est fait refouler le premier soir. On y a été, c'est une petite ville avec un petit hôtel, un petit resto, c'est un petit bourg, quoi. Il y va, il reste une petite semaine et il revient au rendez-vous. Et ce, depuis 3 semaines. Enfin, au 21 juin. Et quand on est revenu, j'ai essayé de le voir, je l'ai pas, il y en avait tellement, ils se noyaient les uns dans les autres. Moi, humainement, je me dis, c'est fou. Nous, on est rentrés avec des minibus. Il leur a fallu, Comment ça s'est passé on est, justement pour vous, pour rentrer? Ça a été facile? Comment ça s'est déroulé? Parce qu'on imagine que alors, ça pourrait être plus facile pour des médecins. alors, je me plains pas. Quand je vois que certains sont refoulés, on a une autre asso avec laquelle on a discuté, une autre ONG, ils sont restés 7 jours. Donc nous qui sommes restés 24 heures, voire un peu plus, enfin 2 jours et une nuit, finalement on est content. Eux sont restés un peu plus de 7 jours bloqués, donc sur 15 jours de présence, ils ont perdu plus de la moitié bloqués en Égypte parce qu'ils n'ont pas pu entrer. Donc finalement, on se dit qu'on est finalement chanceux. Euh, la question, pardon Thomas, c'était comment je vis de voir ça? Oui, quand on entend des gens dire il faut bloquer l'aide humanitaire, il faut les empêcher d'entrer, quand on voit des gens qui, y Bah, compris, bah, manifestent ceux à la qui disent ça les frontière. condamnent. Ceux qui disent ça, clairement, les condamnent. On n'a déjà pas les moyens. Ce que je racontais hier, c'est que quand on me dit que j'ai qu'une compresse pour le patient arrive avec une plaie par balle pénétrante, d'accord, inside outside, donc qui est ressorti, donc il a deux belles plaies arrachées sur le torse et de l'autre côté, il faut que je lui fasse un scanner, il faut que je le suture s'il n'y a rien, d'accord. Si j'ai pas de quoi le suturer, si j'ai pas de quoi faire le scanner, si j'ai pas de compresse, si j'ai pas de désinfectant, c'est simple. Je n'ai pas de désinfectant, il va s'infecter. J'ai pas d'antibiotique, il va mourir. J'ai pas de quoi le suturer, il va se vider de son sang. J'ai pas de compresse, je peux pas opérer. Comment je fais? Comment c'est pas possible. Alors déjà le fil. Alors ça c'est fou. On était dans l'économie du fil. C'est-à-dire que mes premières sutures, j'allais pas jusqu'au bout du fil. Je me disais bah j'ai 4 points à faire. Le fil fait je sais plus 1 mètre. Bah, c'est à usage unique. Donc je fais mais il va m'en rester 50 centimètres. Ah non, Iman, tu vas au bout du fil pour qu'on puisse le récupérer. Comme ça, je vais faire la suture à côté. Donc, on passait de l'alcool sur l'aiguille pour pouvoir passer à l'autre. Ils ont du fil, mais une grosse taille, une taille épaisse qu'on va utiliser plutôt pour le corps, les jambes. Mais pour la face, surtout sur des enfants, il faut du fil fin. C'est pour faire des cicatrices plus. La peau est plus fine, il faut des cicatrices plus esthétiques. Alors, eux, peut-être qu'ils s'en fichent aujourd'hui. Moi, je m'en fichais pas. Moi, je m'en fichais pas. Je vous ai montré, alors j'ai pas beaucoup Le- de photos et de vidéos parce que j'étais vraiment beaucoup dans l'action, je mais je vous ai pense à ce montré que la photo de vous cette m'avez petite montré. fille. Mm. Il y a une photo d'une petite fille qui a pris un éclat d'obus, donc qui lui a vraiment ouvert le visage en deux. Elle a été suturée, mais d'une manière. Alors pour éviter les infections, il ne rapproche pas les peaux, pour essayer d'éviter, pour que s'il y ait du pus ou quelque chose, ça puisse sortir. Donc ce qui donne des cicatrices absolument horribles pour plus tard, mais elle va grandir toute sa vie avec quelque chose qui lui prend la moitié du visage comme ça. Enfin, c'est horrible. Alors que normalement, on essaierait de désinfecter, de faire quelque chose d'esthétique, des fils fins, rapprochés. Enfin, on peut pas. Et puis on lui a fait à vif, hein, pour info. J'ai une dernière question, et vraiment je te remercie encore. On entend beaucoup de gens dire mais ils ont qu'à partir de Rafah, ils ont qu'à aller en Égypte, dans le Sinaï, les habitants de Gaza. Parce que vous avez forcément discuté Bien sûr. avec les patients, les soignants, est-ce qu'ils expriment eux l'envie de partir ou au contraire, ils disent que ils ont envie de rester là malgré tout? Alors, la question ne se pose pas, Thomas, puisque un passage entre la Rafah palestinienne et égyptienne leur coûterait à eux, ça dépend des périodes, mais au moins cher 8 000 euros, entre 8 000 et 10 000 euros. Enfin, dollars, entre 8 000 et 10 000 dollars. Ils n'ont plus rien. Comment ils peuvent payer cette somme-là quand bien même ils voudraient partir? Ils ont des familles, il faudrait qu'ils partent avec leurs femmes, leurs enfants. C'est par personne, hein. C'est impossible. C'est impossible. On se demandait quand on est arrivé à l'aller, j'ai le souvenir d'avoir vu une maman et son fils sortir, et à un moment ils ont passé. T'as vu ce grand portail avec écrit en arabe Bienvenue à Rafah. Donc dès qu'ils ont passé, nous on était de l'autre côté, on était bloqués le premier soir. Ils sont sortis et la maman s'est effondrée en pleurs, en larmes. Elle embrassait le sol. Puis on se dit mais c'est des Palestiniens qui sortent. On n'avait pas compris que c'était si compliqué. Et en arrivant, on a posé la question et effectivement ça coûte très cher. Ils sont sortis en Égypte. Ils ont payé un droit d'entrée aussi cher que ça. Donc ils aimeraient fuir, mais c'est très compliqué, tout est fermé, c'est onéreux. Ils n'ont pas les moyens, ils essaient déjà de se nourrir ou d'acheter du shampoing ou du dentifrice. Ils essaient au moins d'acheter, ils n'ont pas tout ça. Il n'y a pas de dentifrice. Et puis il faut parler des femmes aussi. Une réanimatrice m'a demandé si j'avais des serviettes hygiéniques.
Vous vous rendez compte?